je vais juste te demander une chose. Mets-toi dans la perspective d'un mec dans l'univers de One Piece, un random. T'apprends que Luffy, Monkey D. Luffy, qui vient juste de devenir réellement Yonko, la première chose qu'il veut faire, c'est aller sur une île du gouvernement mondial et kidnapper le plus grand scientifique de la marine, le docteur Vegapunk. Quelle dinguerie! Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1068 de One Piece, le rêve d'un génie. Et bien sûr, il y aura des petites théories, tu connais, Stussy, peut-être une traître, Vegapunk déjà mort, parce que il y a des indices qui laissent penser ça. Je sais que ça a l'air complètement fou. Et t'inquiète pas, t'as toujours le timecode qui fait plaisir. Et le chapitre va s'ouvrir avec justement Judge et César qui, voilà, se rappellent des Mads. Reformation des Mads, je te l'ai déjà dit, ça va arriver, c'est sûr. Queen qui va se ramener sûrement au prochain chapitre ou autre chose. Et donc, on commence tout de suite par parler justement de l'infraction et surtout de la disparition des CP. Parce que c'est vrai que c'est très mystérieux avec le Punk 4 qui va demander directement au CP02 déposer Kuma, sauf que eux ils veulent passer. D'ailleurs là on va voir Lucci qui se rappelle que la base du gouvernement 14 est juste à côté, donc assez intéressant parce que je te rappelle qu'il y avait le Sword là-bas, donc les gentils plus ou moins de la marine, cette fraction un petit peu secrète. Et là si on nous les a présentés au début de cet arc, sûrement qu'ils auront un rôle à jouer. Vu justement la question qui va être posée par la suite par Lucci, on peut se demander si c'est pas eux-mêmes qui ont fait disparaître le CP5, 7 et 8, vu que Vegapunk, enfin les Vegapunk, n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, gardons ça en tête. C'est vrai que peut-être que le conflit entre la marine et le gouvernement mondial a déjà commencé et le CP0 va directement arriver sur l'île grâce au fruit du S-Beer et donc le même fruit que Kuma qui utilise lui aussi son fruit du côté de l'île de Queue d'Étrave. Et déjà, c'est fou, deux personnes avec le même fruit. Donc voilà, Vegapunk a sûrement réussi à cloner le fruit, comme pour les pouvoirs de Kizaru avec les rayons de lumière, ou même donc le fruit de Kaido Mononosuke. Ça y est, on y est, fruit du démon. Technologie. Je t'ai déjà parlé de ma théorie comme quoi les fruits du démon sont une ancienne technologie de l'ancien royaume. Tout est très ancien par ici. Et maintenant parlons un petit peu du rêve de Vegapunk parce qu'il a un rêve bien sûr. Il remplit donc les cases pour devenir un Mugiwara, notre très cher Vegapunk. Et surtout il dit que ça y est maintenant il est limité en termes justement d'aide et de fonds parce que la marine lui offrait tout. Mais là ça ne suffira pas à atteindre son rêve qui est de donner de l'énergie gratuite à tout le monde. C'est quand même fou, je m'étais jamais imaginé que dans le monde de One Piece, en fait, t'aurais cette envie d'avoir une énergie illimitée. J'imaginais pas que les gens dans le monde de One Piece, ils vivaient comme dans un pays pauvre, tu vois, où il y a des coupures d'électricité en janvier comme la France. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! 19 degrés maximum. Non, non, on fait pas de politique ici. Franchement, Oda se prend vraiment pour un révolutionnaire, mais il fallait s'y attendre. Bon, et donc Vegapunk recherche la paix dans le monde pour qu'il n'y ait plus de raison de se faire des guerres. Et c'est vrai que c'est plutôt beau. Et comme quoi, en fait, il est prêt à tout pour atteindre son objectif, étant donné que même il travaillait avec la marine et il créait des armes, alors qu'il recherche la paix. Bien sûr, le côté scientifique, énergie et compagnie, ça fait penser à Nikola Tesla, en plus de Einstein et Newton pour les références visuelles. La source d'énergie possible, on en a déjà parlé, peut-être le fruit des nerfs, ou même celui de Luffy, le Joy Boy, hein, pourquoi pas, peut-être que c'est le sourire qui donne cette énergie infinie, Love Tale, oui, peut-être qu'on est dans Monstres et compagnie. Non, en vrai, bien évidemment que je reste sur ma théorie du chapitre 1067 où l'énergie serait liée au dial. Et bon, bref, on voit Luffy qui écoute absolument rien et Vegapunk, justement, qui, en parlant de son rêve, va se souvenir, en fait, et se dire qu'il poursuit justement la volonté héritée de son ami. Et ça, c'est assez mystérieux parce que sûrement qu'il parle de Clover, peut-être, tu vois, en découvrant des choses du passé, mais aussi, pourquoi pas, à Iluluk. Parce que je me dis que il y a quand même beaucoup de choses qui rapprochent les deux personnages nés sur des îles hivernales. Si Vegapunk qui veut les réchauffer, Iluluk, il aura tenté de réchauffer leur cœur. Et bon, on va avoir une explosion juste derrière le CP0 est arrivé. Et comme Jinbei le dira, lorsqu'ils sont là, ils travaillent directement pour les Tenryubito. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement historique. Et ça, c'est juste épique. C'est ça, Oda sait raconter des histoires, avoir des gens qui sont là, comme les Watchers dans Marvel, pour les moments les plus insane de l'histoire.
Ça, c'est génial. Et ça se trouve qu'on les verra partout, tout le temps. Oui, c'est le début de la saga finale, mais ça veut dire que ça va continuer. Luffy va donc accepter de prendre Vegapunk sur son bateau parce que sa tête est marrante. Et il a raison. Il a raison. Est-ce qu'on a besoin de plus? Non, en vrai, non, il a pas raison. C'est très dangereux. Et donc, vu que Vegapunk veut découvrir les secrets du passé, ça se trouve qu'en fait, il veut lire un poneglyphe sur Locktail où il y aurait la révélation de tout ça. Ou que le One Piece, c'est de l'énergie. Oui, on en revient encore à la théorie. T'inquiète pas. Mais avant ça, Vegapunk demandera à Luffy de ramener Bonnie en haut des nuages et donc il va disparaître assez mystérieusement et ça, retiens-le bien parce qu'on va en parler. Sûrement pour que le scientifique montre directement à Bonnie les souvenirs par rapport à Kuma ou peut-être quelque chose par rapport à Kuma, c'est sûr. Et donc parlons-en, c'est vrai que c'est assez étrange de penser que Vegapunk est mort alors qu'il est ici en fait. Et en fait ce que je dirais plus précisément c'est que Vegapunk n'existe pas. Parce que juste après t'as Shaka qui va justement rappeler Atlas pour qu'il remonte parce que là ils sont en situation d'urgence. Mais étrangement il va y avoir aucun message qui va être transmis à Vegapunk, alors que normalement c'est le corps principal, c'est peut-être la personne la plus importante, et donc on peut se dire que oui, non mais il donne pas d'ordre à son papa parce que tu connais hiérarchie et tout, mais on peut aussi se dire qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose de plus mystérieux. Peut-être que le Vegapunk qu'on voit là n'est juste qu'une copie de son esprit, une copie de son cerveau et son ami dont il a hérité de la volonté. Donc, en fait, ce serait le réel Vegapunk. Oui, oui, je sais que ça part loin parce que je te rappelle qu'on n'a toujours pas reparlé de ça, mais il y a eu une explosion à Punk Hazard à cause de Caesar. Et au début, je pensais que c'était pour ça qu'il s'était créé plusieurs corps. Et c'est vrai qu'on n'en a toujours pas reparlé de cette explosion. Mais là, voir Vegapunk, son corps disparaître d'un coup comme ça, c'est limite comme s'il faisait partie de la technologie de cette île, avec des portes par lesquelles tu peux passer et qui redeviennent solides. Moi je te dis, peut-être que Vegapunk est déjà mort. Et que Luffy ne va pas directement transporter le docteur, mais plutôt une technologie pour qu'il ait un corps, ou même un de ses autres corps, et surtout une partie de son cerveau dans un œuf. Et oui, tu l'as ou pas? L'œuf comme Roger sur son bateau. Oui, tout allié. Encore le parallélisme d'Oda. Avoue, elle est pas mal celle-là. Hein. Vegapunk déjà mort et juste il transporte son cerveau. Elle est pas mal, comme Roger. Enfin, je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de l'œuf de Roger, mais je veux dire, visuellement, un truc comme Roger. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car chaque semaine, on parle de One Piece et parfois on dit des trucs intéressants. Parfois non. Bon, et passons au sujet des séraphins, et est-ce qu'il y en aura d'autres en réalité, puisqu'on va voir justement, lorsque chacun donne ses instructions, Sanji qui est en train de protéger Robin au fond, et ça déjà quel crack, ça fait plaisir de voir ça, mais surtout ils sont en train de préparer une attaque, et donc ce sera l'occasion de retrouver Sentomaru. Oui, Sentomaru, tout le monde avait hâte de le voir. Et donc il va diriger le S-Shark, le S-Hawk et le S-Snake. Donc Snake, Boa, Shark, bien sûr Jinbei, et Hawks, Faucon, œil de faucon, bien sûr, vu que les premiers Shichibukai étaient tous inspirés d'un animal. Donc très hâte de voir le crocodile. Bon, si c'est une fille ou un garçon quand il est petit, de toute façon, on le saura jamais. Je te rappelle que Gecko Moria, ce n'est pas un gecko, parce que Komori, en japonais, bah, c'est chauve-souris. Oui, tu vois, petit tips. D'ailleurs, en espagnol, c'est murciélago. Pourquoi je me souviens de ça? Parce que Bleach Ulquiorra, tu vois, les mangas me font me souvenir des noms d'animaux en n'importe quelle langue. Mais donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y aura au final, dans le futur, d'autres séraphins, vraiment le séraphin Ace, le séraphin Barbe Noire et compagnie, ou c'est vraiment juste les animaux qui étaient là, les Shichibukai qui étaient là au départ dont on a prélevé l'ADN. On verra bien. Et donc parlons un petit peu du CP0 et peut-être de ceci, la traîtresse, puisque déjà Kaku, tu le vois émerveillé lors de chapitres, à chaque fois il fait plein de remarques, il est à fond, je me souvenais pas qu'il était comme ça, hein, quand il a froid, il arrête pas d'en parler, là il se dit waouh c'est un truc de fou, on est sur une île de futur, et surtout il est content de combattre justement un monstre de l'espace, et ça c'est assez étrange, parce que c'est vrai que jusque là l'espace c'est un truc un petit peu fantasmé pour nous dans l'univers de One Piece, mais ça se trouve que pour eux en fait l'espace en vrai, ils savent qu'il y a des monstres et que c'est comme partir à Istanbul, tu vois, donc ça se trouve que c'est juste nous, on se dit que ouais, ça va être un truc de fou quand ils vont aller dans l'espace, mais ça se trouve il y a un avion, et ça se trouve que Turkish Airlines, ils me déposent là-bas, hein, je sais pas.
Et il va même tenter de passer directement en haut, mais il y a un champ de force qui protège le haut de l'île, et Stussy était au courant. Déjà, elle a pas prévenu tout le monde, et donc ça c'est assez étrange, parce que quand même, ils se sont blessés à cause de ça, et je dis pas que, oui, ça veut dire qu'elle est méchante, mais si, peut-être, voilà. Peut-être qu'en fait, elle serait du côté de Vegapunk, parce qu'elle dit que ça lui rappelle des souvenirs. Donc, est-ce qu'elle aidait Vegapunk par le passé? Est-ce que c'est une scientifique, ou plutôt même un autre Vegapunk, et même peut-être moins, donc juste une androïde créée par Vegapunk qui travaillerait en réalité avec l'armée révolutionnaire. Ça expliquerait pourquoi, comment ça se fait même que l'armée révolutionnaire a réussi à s'enfuir justement de la rêverie, parce que quand même il devait avoir plus d'infos qu'un mec qui creusait des trous, parce que c'est pas mal, mais ouais. Donc je sais pas. Stussy traîtresse. Voilà, je pose ça là. Dans le montage, je me suis rendu compte qu'il y a un truc au début du chapitre, même Lucci, il se dit que c'est bizarre que Vegapunk sait qu'ils vont attaquer. Ou peut-être juste réelle fille de Vegapunk et c'est pour ça qu'elle porte un masque. Parce que je me dis en fait, là, il porte un masque, ça a sûrement une utilité. En fait, scénaristiquement, c'est toujours plus intéressant quand les personnages portent un masque, justement, qui cache leur identité et que ce soit pas juste pour faire joli ou stylé. Donc voilà, je pose ça là. Donc et terminons par le sujet Luffy, puisque Lucci dit qu'il n'est pas là pour rigoler, il va directement one shot Atlas. Oui, le petit Astro Boy, la petite Astro Girl. Et je te rappelle que Atlas a nourri Luffy. Donc là, quand ils croisent leur regard, que Luffy reconnaît l'homme au pigeon, ah, ça va y aller, ça va être dur. Et je pense que là, c'est le combat que tout le monde attend. Lucci est pas là pour rigoler, hâte qu'il voit le Gear5. Pro Amiro, Pro Yonko, théoricien de la puissance, théoricien de l'entraînement de Lucci qui l'aurait rendu supérieur, hein, Yonko. Ça y est, on y est, on va enfin découvrir ça. Parce que sa médaille a changé et donc il a accompli des exploits et qu'il a dû donc devenir plus fort. En vrai, la question qu'on se pose tous, c'est pas juste si Luffy va réussir à battre Lucci. C'est juste en combien de temps il va réussir à le battre. Est-ce qu'il va nous faire une Bellamy, le one shot? Quelle humiliation! Ou est-ce qu'il va y avoir un réel combat? On verra bien. Est-ce que Jinbei va tabasser tous les chats du Cypher Pole parce qu'il bosse pour des racistes? Pour moi, j'espère quand même qu'on nous a réintroduit le personnage de Lucci parce qu'il est devenu beaucoup plus puissant. Et c'est vrai que d'un autre côté, c'est la force peut-être la plus grande du gouvernement mondial. Sauf si tu dis que les Gorosei ils se battent, oui, un katana, blabla, oh, on n'est pas là pour parler de ça. Faut pas abuser non plus, je pense pas qu'il soit level Kaido, mais c'est vrai que je te rappelle, si tu retournes à Enies Lobby, comment c'était un arc de fou, à quel point on te disait que Lucci était fort, était quelqu'un de particulier, même dans le monde de la marine, il avait un potentiel de dingue. Donc ça se trouve que juste en s'entraînant, il est devenu juste ultra puissant. Ouais, je sais, ça fait un petit peu Freezer, là, c'est un petit peu chelou. Non, mais j'espère qu'on aura quand même un petit combat. La grande question, c'est est-ce que cet arc sera un arc avec des combats ou c'est juste un mini-arc d'introduction? Parce que Sentomaru qui se retrouve avec les Séraphins, est-ce qu'il sera des côtés des CP0 ou justement, vu que lui, il est dans la marine et pas dans le gouvernement mondial, sa loyauté reste à Vegapunk dont il a été le garde du corps depuis bien longtemps. Je sais pas, mais je vais pas te mentir, si les Séraphins sont du côté de Luffy en plus, bah ça fait que la marine, le gouvernement mondial, ils ont plus grand chose. Et bon, je t'avoue, et je vais terminer sur ça, le combat risque d'être épique. Imagine juste Zoro voir un Mihawk noir.